Cela reste toujours une joie immense de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour vous accompagner à comprendre le bien fondé de ce qui a fait l'actualité tout le week-end en ce qui concerne le football dans notre pays. Bonsoir chez vous, vous êtes sur les antennes de Télé Africa, c'est les As du foot. Les As du foot, c'est le décryptage, l'analyse et le commentaire de l'actualité du football uniquement. Brice Enengue, bonsoir. Bonsoir. J'imagine votre week-end très mouvementé avec l'actualité, bien sûr. Oui, bon. L'Italie qui remporte l'Euro. Non, beaucoup plus le match africain qui opposait le Raja de Casablanca. Oui. C'est ce qui m'a le plus marqué le week-end. Ouais. Et puis on a continué la fin du week-end avec le match de la finale de l'Euro. Gaëtan Kouka, bonjour. Bonjour M. Bekale. Comment allez-vous? On va dire que ça tient moins bien d'autres. Super en forme. Oh, j'essaie de se maintenir malgré les difficultés. Quel genre de difficultés sur le plan du football, par exemple? Mais écoutez, la non-reprise du championnat, dont nous avons traité tout à l'heure, et toutes les commodités qui vont avec. Et nous nous réjouissons d'avoir sur ce plateau le vice-président de l'association des présidents du club. Et porte-parole. Et porte-parole. Monsieur, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous, de discuter sur la question du démarrage du championnat national de football de première division, de 1 et de 2. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Mermoz toujours présent. Salut Mermoz. Salut. L'actualité? Oui, on l'a suivi, comme tu l'as si bien dit, le match Raja Jeunesse Sportive de Kabylie, la finale de la Copa, la finale de l'Euro et puis notre actualité dans notre pays. Le vaccin, l'une des conditions de reprise du championnat national de football de première division, le ministre Franck Guéma a réuni le beau monde. Le beau monde, c'est bien sûr les présidents des clubs de football de 2-1, de 2-2 de première division, mais également le président de la Ligue nationale de football, président de la Fédération gabonaise de football. Bienvenue, vous étiez dans la salle, vous avez fait partie également de cette réunion. Peut-être revenir sur le bien fondé d'abord de cet appel. Je rappelle quand même que c'est la première fois que vous tenez une réunion avec Franck Guéma. Président des clubs. C'est la première fois. Oui, effectivement. Non, comme je disais déjà, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Je rappelle que vous intervenez ici en tant que deuxième vice-président de l'association. En tant que porte-parole de l'association. Exactement. Et je rappelle que vous êtes président de l'Union sportive d'Émitable. Exactement. Merci. Bon, donc, c'est comme vous l'aviez dit, c'est la première réunion que les clubs ont avec le ministre en charge des sports. Et pour nous, c'est un honneur parce que jusqu'à présent, nous n'avions jamais eu l'occasion de pouvoir échanger directement avec le ministre. Il nous a rappelé lors de cette réunion qu'il était de notre côté et qu'il fallait, à son niveau, essayer de mieux comprendre le ministère. Ça a pris le temps que ça a pris. Finalement, je pense qu'il a pu avoir la quintessence, le maximum d'informations pour savoir comment le ministère fonctionne. Il a donc décidé de faire appel à tous les présidents de clubs, en présence de la Fédération gabonaise de football et de la LINAF. Lors de cette réunion, nous avons notamment évoqué les conditions de démarrage. Nous lui avions rappelé qu'au mois de mai dernier, l'association avait commis une délégation pour rencontrer le président de la Fédération gabonaise de football dans l'esprit de commencer à évoquer les conditions de redémarrage du championnat parce que ça faisait quand même environ 2 saisons déjà que nous ne jouions pas et qu'il fallait imaginer dans des délais assez brefs les conditions dans lesquelles nous redémarrions. Et l'une de ces conditions était notamment la question d'envisager la vaccination des joueurs. Donc le ministre a très bien reçu cette proposition de l'association des clubs et a estimé qu'il fallait que le président fédéral, qui est l'organe de tutelle du football au Gabon, prenne les dispositions urgentes pour pouvoir adresser une correspondance au ministre dans l'esprit que le ministre ait un support pour mettre à la disposition de son collègue de la santé. Est-ce que c'est la seule condition de démarrage du National Foot, le vaccin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions qui doivent être évoquées? Bon, rappelons déjà que le championnat est arrêté depuis le 14 mars dernier. Donc, le championnat est arrêté à cause de la pandémie. Donc, nous pensons réellement que l'une des conditions principales pour que le championnat démarre, c'est d'abord d'un côté le respect du protocole sanitaire de la FIFA et de la CAF
Ce protocole, dans le sens du Gabon, serait assez onéreux financièrement. Donc, le raccourci, si nous pouvons le dire comme ça, au protocole sanitaire, c'est le vaccin. Donc, c'est l'une des premières conditions pour envisager un démarrage dans des délais raisonnables. Il faudrait que les écuries s'organisent dans le sens de pouvoir vacciner leurs athlètes. Ça, c'est de 1. Maintenant, il y a quelques conditions qui sont d'ordre multiple. Nous sortons à peine des assises, il y a un certain nombre de choses qui ont été énumérées, il y a un certain nombre de questions organisationnelles, il y a un certain nombre de choses. Il faut que l'on puisse s'asseoir rapidement, notamment au sein de notre Assemblée générale, avec la fédération et autres, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait dans l'esprit du démarrage et puis repartir vers le ministériel pour tout de suite essayer de lancer rapidement nos activités. Je voudrais rappeler que vous avez la possibilité de prendre la parole, d'intervenir tout en respectant la règle des 3C. Soyons courts, clairs et concis pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir nous suivre. Gaël Kouka, vous avez suivi le deuxième vice-président de l'association de clubs de 2-1. Est-ce que ça tient suite à cette réunion? Écoutez, nous nous contentons du rapport et que certaines interrogations surgissent. Par exemple, Monsieur le Président, puisque je vous ai vice-président, vous pourrez bien dire aux sportifs gabonais quelle est la mission, les objectifs de l'association des présidents du club, s'il vous plaît? La mission, les objectifs de l'association des clubs. Je rappelle quand même qu'on n'est pas là pour... non, c'était pour... Mais c'est quand même, je vous donne la possibilité. Il faut quand même édifier l'opinion. Il faut quand même édifier, voilà. L'association des clubs, vous rappellerez que il y avait une période dans ce pays où on avait des clubs nantis et les clubs non nantis. Et il y avait des bousculades, des incompréhensions. Donc les sages, M. Assélé, M. Mouvaga et autres se sont réunis pour trouver une solution à la situation de déséquilibre qui existait. Parce qu'à l'époque, vous aviez des clubs en réalité qui pouvaient jouer tout le championnat et d'autres qui n'en avaient pas la capacité. Et c'est à ce moment qu'ils ont décidé de la création de l'association des présidents de clubs de première et deuxième division, qui a évolué après en association des clubs professionnels de football du Gabon. Donc aujourd'hui, en réalité, notre objectif, c'est d'abord de réunir les responsables de clubs au sein d'une association qui discute de nos problèmes et qui propose des solutions pour qu'on ait des positions communes. Parce que il y a souvent des situations où USB a sa position, Mangasport a sa position. Il faudrait qu'avant qu'on aille devant l'opinion, on se soit concerté et décidé ensemble. Parce que n'oublions pas qu'avant tout, nous sommes des adversaires. Réaliste? Oui, c'est réaliste à plusieurs reprises. La mutualisation des idées, oui, bien sûr. La solidarité dans les projets. Nous sommes 24 clubs. La question de démocratie prévaut toujours à chaque endroit. Si nous sommes 14 et que 13 sont contre et 12 sont d'accord, et 11 sont d'accord, bon, les 13 primeront. Donc clairement, il y a un débat en interne qui prévaut toujours avant que les opinions soient émises sur la place publique. On va revenir sur le démarrage, sur le thème. Brice Ndengue, vous avez suivi l'introduction du président suite à cette rencontre, ministre, l'INAF, président de fédération. Vous avez lu les journaux. Qu'est-ce que vous avez retenu en termes d'informations de ce qui est venu de ce côté? L'information principale, c'est que les acteurs du football sont en train de tout mettre en œuvre pour que le championnat redémarre dans les meilleurs délais. Il faut raccourcir déjà cette longue trêve que nous nous sommes imposée, que la pandémie nous a imposée. Donc, dans cette optique-là, c'est pour moi une démarche salutaire. Salutaire parce qu'il est quand même assez rare que toutes ces entités se retrouvent quand il n'y a pas de problème. En général, ces entités-là ne se retrouvent que pour débattre d'un problème. Mais là, pour une fois, on se réunit pour planifier l'avenir. Et cette planification d'avenir est très attendue par le public, par le nombreux publics sportifs. Et j'espère simplement qu'on va vite sortir de la position de chômage actuel des footballeurs, parce que ça devient lassant, notamment, principalement pour les acteurs du terrain. Mermoz, la proposition, c'est de démarrer le championnat au mois d'octobre. Au regard des conditions, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place toutes ces conditions pour qu'on démarre le championnat à temps, au mois d'octobre? Moi, je dirais que c'est possible s'il y a la volonté, notamment au niveau des autorités qui sont en charge de l'organisation de ces compétitions.
en première position le ministère, qui lui a donné le feu vert, rappelant que le ministre a fait comprendre que lui ne devait pas déroger aux restrictions sanitaires éditées par le gouvernement. Donc il attend la décision aussi du gouvernement, même si on se pose un peu cette question que pourquoi on devra attendre ce gouvernement dès lors qu'une dérogation spéciale a été déjà donnée à Boinguidi et à Mangasport, puisque ces deux équipes sont engagées en compétition continentale. Pourquoi ne pas aussi essayer de donner cette dérogation aux autres pour commencer déjà au moins à se préparer, parce que rappelons-le, il y a eu quand même pratiquement près de 2 ans sans jouer au football, et il faudrait que les joueurs aient le temps de reprendre, on va dire, un peu la forme. Maintenant, comme je disais, tout dépend de la volonté des autorités, parce qu'il y a ce problème de vaccination, le problème de tests PCR, parce que rappelons aussi que la vaccination, il faut être éligible pour pouvoir se faire vacciner. Maintenant, s'il y a des joueurs qui se retrouvent non éligibles, pour eux, est-ce qu'il faudra passer d'abord par des tests PCR avant de voir leur cas? Autant de questions. Mais moi, je pense que pour l'instant, pour l'organisation de ce championnat, pour qu'il puisse démarrer, c'est une volonté encore politique. Monsieur le vice-président, comment ça va se faire au niveau des vaccins? Bon, pour l'instant, je pense que... Sur les 24 clubs. Oui, pour l'instant, je dirais que les conditions de mise en application de vaccination au niveau des clubs ne sont pas encore claires. Ça fait partie des choses que nous devrions régler dans des délais assez brefs avec la Fédé et le ministère. Mais mon opinion personnelle est que nous avons souhaité, lors de la réunion avec le ministre, on a émis un chiffre assez imaginaire de 12 000 doses, mais quand on fait bien le calcul, nous devrions être toujours de 7 à 8 000 doses. Oui. Et si les choses sont claires, lorsqu'on est un pratiquant de haut niveau de sport, on devrait être éligible pour se faire vacciner. Parce que l'une des conditions, c'est ne pas être hyper tendu. Si tu es footballeur de haut niveau, tu ne peux pas être hyper tendu. C'est le minimum. Donc, nous pensons que c'est quelque chose qui devrait se faire très rapidement. L'ensemble des conditions. Le président de la Fédération gabonaise de football a déjà adressé la correspondance qu'attendait le ministre des Sports pour pouvoir faire la demande à l'endroit de son collègue de la santé. Donc, nous pensons que les choses vont aller très vite pour la mise à disposition des doses de vaccins. Par contre, il y a une question que M. Mermoz a essayé de soulever, c'est celle notamment de l'arrêté de Mme le Premier ministre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que nous, on puisse s'organiser, parce que nous sortons de 2 ans de tarcie, de 2 ans sans football, pour qu'on essaie de s'organiser, il faut qu'on ait un minimum de certitude. C'est-à-dire que si moi, USB ou Manga ou autre, décidons de recruter, il faut que je sois sûr que le championnat ne va pas démarrer en juin l'année prochaine. Je ne peux pas engager un certain nombre de dépenses, sachant qu'on va arriver en octobre, novembre, décembre sans que les choses n'aient repris. Donc, du coup, on a besoin d'un minimum d'assurance, on a besoin d'un minimum de garantie de la part des autorités pour que nous, on se mette en ordre de bataille, qu'on commence le recrutement, qu'on relance les activités au sein de nos associations, qu'on s'organise financièrement. Il y a des joueurs qui ne vous appartiennent plus. Déjà, même la formulation du championnat lors de la saison 2019-2020 était déjà une formulation assez compliquée. Et les joueurs, en réalité, sauf les clubs qui le désiraient, la majorité des joueurs étaient sous un an de contrat. Donc, une fois que cette saison était terminée, la quasi-totalité des joueurs étaient libres. Et si vous faites, et les conditions au niveau de la FIFA, elles sont claires, après 3 mois d'impayé de salaire, le joueur est réputé libre. Je suis convaincu que depuis 2 ans, il n'y a aucun club qui paye les joueurs. Les derniers salaires que certains ont payés, c'était en juillet 2020. Donc, de juillet 2020 à aujourd'hui, l'ensemble des joueurs sont quasiment libres. Est-ce que vous allez également faire en sorte que on démarre le championnat sans pourtant évoquer des questions de dette pour ces joueurs, pour des joueurs qui ont été avec vous? Cela dépend des saisons, en fait. Ouais. Il s'agit de quelle saison? Les dettes de quelle saison? Et les dernières saisons? Lesquelles dernières saisons? 2019-2020, par exemple. Ben justement, on est là dans des questions juridiques assez compliquées. C'est-à-dire que le chômage
technique dans lequel les joueurs sont rentrés est devenu une condition structurelle du football gabonais. Est-ce qu'on peut considérer qu'après 2 ans sans championnat, c'est toujours une dette? Ça, c'est une question que nous devrions régler avec les autorités parce que même les clubs de football font quand même, pour certains, des revenus sur la base de la vente des joueurs et autres. S'il n'y a pas d'activité, il y a en réalité, comment on va appeler ça? Bankruptcy. Il y a banqueroute de l'activité. Ouais. Donc, cette banqueroute, elle concerne tout le monde. C'est 2 ans sans activité. Donc, pour les juristes, pour les gens qui connaissent le droit, clairement, je ne pense pas que la question de dette est d'actualité. En parlant de toutes ces, on va dire, ces petites raisons qui assez juridico-techniques, justement, on se pose aussi justement cette grande question que quand ces questions sont évoquées avec le ministre, je parlais justement de volonté de la part du gouvernement parce que nous savons que dire que nous sortons les fonds pour pouvoir commencer le championnat n'est pas un véritable problème si les fonds sont là. Maintenant, c'est toutes ces questions juridiques et techniques qui vont souvent poser un certain problème dans le démarrage et surtout dans le bon déroulement des choses, de peur qu'on se retrouve comme avant avec des problèmes récurrents qui pourraient venir bloquer le championnat. Je peux juste compléter. Rappelons que nous avons demandé au ministre de payer le reliquat de la saison 2019-2020. Mais il faut aussi savoir que la saison devait s'arrêter le 9 juin. Donc ça veut dire que de juin à aujourd'hui, quasiment 1 an, on ne peut pas imaginer une dette. Ce qui devrait être payé, probablement, c'est ce qui devait être dû de mars à juin 2020. Donc, une fois que le ministère, de son côté, aura réagi, je pense que les clubs d'un autre côté réagiront. Et puis, suivant les contrats, le président parlait des contrats d'un an. Oui. Je pense que ces contrats ont pris fin il y a pas mal de temps déjà. Il y a très longtemps. Cette période, logiquement, où les joueurs ne sont pas sous contrat avec le club, ne peut pas être considérée comme une période où les clubs doivent les joueurs. Donc, il faut repartir sur uniquement les saisons d'avant, sur une nouvelle base, et puis relancer avec le nouveau contrat. D'accord. Écoutez, comme ils l'ont évoqué, il faut déjà épurer cette dette parce que la reprise du championnat national, c'est vrai, nous parlons du test Covid qui est l'un des préalables. On va parler ici d'objectifs global, la reprise. Mais derrière, il y a des objectifs spécifiques. D'accord. Comment les clubs seront-ils structurés? On a parlé de dette, on a parlé, j'espère qu'on a évoqué également la question des structures, des infrastructures. Où va se jouer le championnat? Entendu que lors des dernières éditions, nous avons toujours connu quelques, on va dire, tiraillements en termes de stade, on arrive. Donc toutes ces questions doivent être réglées en amont. Moi, je vais beaucoup plus insister sur, non pas sur le ministère, mais sur la présence ou l'organisation des présidents du club. Depuis sa création à ce stade, monsieur le vice-président, quels sont les actes ou qu'est-ce que vous avez posé comme acte impactant justement sur l'amélioration du football gabonais? Bon, je vais d'abord revenir à la question de l'organisation que vous avez évoquée. Lors de la réunion avec le ministre, je pense que M. Bekale, vous y étiez, le ministre a souligné qu'il y a une vingtaine de stades qui seront mis à la disposition de l'Office. Vous parlez également d'une tournée? Oui, d'une tournée qui sera lancée dans les plus brefs délais pour essayer de voir les conditions dans lesquelles on pourra améliorer ces structures pour pouvoir jouer le championnat dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est pour ce qui est de la question des infrastructures. Donc clairement, je pense qu'à partir de la nouvelle saison, dans l'esprit de ce qui est en train de se préparer à la suite des assises du football, nous pensons qu'il n'y aura plus de problème d'infrastructure. Tous les clubs qui joueront le championnat auront un stade connu de tous et il n'y aura pas de souci pour dire que, par exemple, les clubs de Libreville n'ont pas de stade. Je pense qu'à Libreville, ici, il y a 4 stades qui ont été retenus, Monédan, INGS, il y a quelques stades, 4 structures qui ont été retenues. Donc, et pour nous autres qui sommes à l'intérieur du pays, on connaît clairement là où nous sommes installés, s'il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que l'association des clubs a pu faire à ce jour? L'association des clubs est à l'origine de la création de la LINAF. Moi, je me rappelle, j'étais encore tout jeune, on avait souvent des situations où lorsque vous jouez le championnat, vous avez
vous jouez la 20e journée ou la 19e journée, mais vous recevez à peine le procès verbal de la 2e journée. Vous recevez à peine le procès verbal de la 2e journée. C'est au stade qu'on vient t'annoncer que ton avant-centre est suspendu parce qu'il a eu 2 cartons, 3 cartons jaunes depuis des semaines. Donc, on vient te dire, c'est au stade, tu ne peux pas le faire jouer. Voilà comment les gens se sont réunis pour dire que nous ne pouvons pas continuer dans cette direction. Il fallait créer une structure qui organise le championnat. C'est comme ça que la proposition a été faite au ministère des Sports, qui a pris la décision à l'époque de mettre en place la LINAF. Et M. Pierre-Alain Mungengi était le premier président de cette LINAF. Donc, il y a eu d'autres choses, on ne va pas toutes les citer ici, mais ça c'est l'exemple concret de la contribution de l'association. On revient. Je vous propose de regarder, de suivre Franck Nguema au sortir de cette rencontre. Il disait ceci, bien sûr, il a déclaré ce qui suit. Franck Nguema a dit, attendez que je me retrouve, voilà, vous regardez Franck Nguema, tout ce qu'il disait au sortir bien sûr de cette réunion. Il disait qu'il était très heureux de la rencontre, bien sûr, d'avoir réuni les présidents de ligues, présidents de clubs et puis président de la Fédération gabonaise de football. Beaucoup de chantiers sont sur pied. On sent une certaine détermination, une certaine volonté de pouvoir faire bouger les choses. Oui, effectivement, comme vous le dites, le ministre marque une volonté affirmée d'améliorer les choses. Bon, nous allons l'accompagner, puisque nous sommes les premiers concernés. Nous allons l'accompagner pleinement dans cette démarche. On va se mettre à ses côtés pour que ce chantier qui est vaste, qui est très difficile, parce qu'il n'est pas le premier, beaucoup avant lui l'ont essayé, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils souhaitaient. Mais c'est le pays, c'est un chantier permanent, les ouvriers se succèdent. Donc c'est à son tour de travailler au service du pays. Président Nguyen, les objectifs également du ministre, quand vous l'écoutez au sortir de cette séance de travail, c'est le respect des cahiers de charges. Les clubs doivent respecter un certain nombre de choses pour pouvoir démarrer le championnat. Par exemple... Ça a toujours été notre bataille de toujours. Chaque année, on parle du respect du cahier de charges. Il faut aussi comprendre que les clubs se rajeunissent au niveau des têtes. Oui. Au niveau des têtes dirigeantes, les clubs se rajeunissent. Les jeunes arrivent aujourd'hui avec d'autres objectifs. Ils sont un peu plus ambitieux. Je ne dirais pas que les anciens n'étaient pas ambitieux, mais les jeunes ont une certaine culture nouvelle qu'ils veulent apporter. Et je pense que le respect des cahiers de charges ne devrait pas être un problème pour tous ces jeunes qui ont vécu le football comme soit pratiquants, soit supporters, et aujourd'hui qui ont envie de montrer qu'on peut faire autrement. Et je pense que le respect des cahiers de charges est une obligation pour tout le monde. Mais il faut que le cahier de charge déjà soit clair. Il ne faut pas aller copier des modèles qui ne sont pas transposables chez nous. Il faut adapter des modèles qui nous concernent directement et puis avancer avec ces modèles qui nous sont propres. Si c'est pour aller copier comme on l'a fait déjà avec notre championnat qui a échoué, où on a pris le modèle européen, on a pensé qu'on pouvait facilement déplacer l'USB de Bitam pour Mwanda, sachant que l'USB doit prendre d'abord la route, puis ensuite le train à partir de Njolé, et puis jouer par exemple un samedi, reprendre la route en même temps pour revenir jouer le samedi suivant à Abitam. Ça a été très compliqué quand même comme manœuvre à mettre en place. Et les entraîneurs vous le diront, tous les entraîneurs avec qui j'ai discuté vous le disent qu'ils n'ont quasiment pas le temps de travailler, puisqu'ils passent plus le temps sur la route qu'à travailler. En général, ils arrivent sur leur ville de résidence mercredi ou jeudi. Vous avez le temps de reposer les organismes parce que les voyages sont hyper fatigants. Vendredi arrive, le samedi, vous êtes déjà dans le match qui va suivre. Je pense qu'il faut aller sur des modèles qui nous sont propres et qui peuvent nous aider à avancer tranquillement. On va revenir avec vous, Président. Gaëtan, est-ce que c'est possible aujourd'hui, d'ici octobre ou novembre, faire des recrutements de qualité quand on regarde également le fait que les joueurs sont éparpillés un peu de partout dans les clubs? À l'État, je dirais que non, simplement parce que, comme disait monsieur le vice-président, contractuellement, il n'y a plus d'engagement avec les joueurs. Ça veut dire que les joueurs sont libres d'aller où bon leur semble. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, techniquement, il va falloir d'abord avoir un encadrement technique qui, sur la base d'une vision, donc d'un projet de jeu, va
essaie de recruter un certain nombre de joueurs, justement pour l'accompagner dans l'exécution de cette mission. Donc, plus tôt le chantier se met en musique, plus tôt ça donne des chances justement de pouvoir organiser le championnat. Oui. Moi, je voulais surtout rebondir un peu aussi sur le fameux cahier de charges, parce que quand on parle de cahier de charges, rappelons que les dispositions qui ont été décidées pour les assises ne rentreront normalement en vigueur qu'à partir de la saison prochaine 2022-2023. Ouais. Quand on parle maintenant de cahier de charges pour cette saison, de quel cahier de charges nous parlons? De l'ancien. Et je voudrais aussi poser la question. Quand on parle de championnat, on parle de quelle formule de championnat? Nous revenons, puisque la nouvelle disposition dit que le championnat descendra. On enlèvera deux clubs en première division qui iront alourdir la deuxième division qui passera à 14 et 10 pour la première division. Mais quel style de championnat pour cette saison? Allons-nous rester dans l'ancienne formule, celle avec laquelle on s'est arrêté, où Bouengidi et Manga étaient dans des groupes différents? Là aussi, on aimerait savoir quel type de championnat va être fait par... La réponse est avec le président. J'aimerais savoir parce que justement, on a... Exactement, Mermoz. Si ça a été discuté, ça a été discuté. Je vais commencer par Mermoz. Non, le championnat, c'est un championnat poule unique. Hein. Nous pensons tous que... À l'ancien. Oui, poule unique. C'est-à-dire que nous pensons tous que réellement, ce championnat où on fait des poules ne nous avantage pas du tout. Ça ne permet pas à nos athlètes d'évoluer. Maintenant, pour ce qui est du cahier de charges, il faut savoir qu'il n'y a pas un cahier de charges propre au Gabon. En 2017, l'USB avait eu une licence CAF, parce que la CAF, depuis des années, avait déjà mis en place le cahier de charges, avait exigé à l'ensemble des pays de mettre en œuvre les cahiers de charges dans l'ensemble des fédérations. Et pour jouer la Coupe d'Afrique, il fallait avoir une licence CAF pour participer à la Coupe d'Afrique. Donc la CAF avait commis une inspection qui avait fait le tour, et je pense qu'en Afrique centrale à l'époque, il y avait que USB, il y avait Coton Sport de Garoua, il y avait quelques clubs, en tout cas il n'y en avait que 6. Et on avait été invité à Cape Town pour aller recevoir notre licence CAF. Donc en réalité, la question du cahier de charges, c'est une question qui est d'actualité depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas une question propre au Gabon. La CAF voudrait arrimer l'ensemble des structures qui participent à ces compétitions à un standard bien défini, à une qualité réglementée. Il est hors de question qu'on dise que nous participons aux activités de la CAF et qu'on soit en marge de la référence qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'on a émis l'idée au sein des fédérations, au sein de la confédération, d'un cahier de charges qu'il fallait apposer à chaque structure, à chaque fédération. Le Gabon a pris du retard. La LINAF a essayé à un moment donné de prendre en main ce dossier où elle exigeait au club d'avoir un siège, d'avoir un compte bancaire, d'avoir des petites catégories, d'avoir l'ensemble des éléments qui permettent aux gens de fonctionner de manière autonome et de manière structurée, d'avoir une orthodoxie financière adéquate, de justifier les comptes. Bon, mais, sauf plus que... de 10 ans après, hein, il y a ça a été fait. Moi, j'ai été dans cette commission pendant 3 saisons. Sauf que parfois, il fallait se rendre compte des évidences. Les évidences, c'est que tous les clubs ne sont pas au même niveau. Manga Sport n'est pas au même niveau que Chris Roy. Ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On priorise le jeu ou on décide, même lorsqu'on donne quelques petits avertissements, ça ne règle pas le problème. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il est plus que temps que l'ensemble des acteurs, notamment les dirigeants de clubs, essayent de regarder cette question en face pour s'arrimer aux standards internationaux. On ne peut pas vouloir évoluer dans un... Monsieur le Président, ça fait plus de 10 ans. À chaque instant, on parle de réactualisation, le respect des cahiers de charges. On revient toujours à chaque instant. Non, pas à chaque instant. Je pense que la question... Depuis près de 10 ans, la question a été évoluée. Et comme l'a bien dit Brice, il y avait, à mon avis, 2 choses. Il y avait les standards qu'avait emmené le groupe Etchekberia et Co. Il y avait les standards... Non, nous ne sommes responsables de rien du tout. Ça nous a été imposé. Il y avait les standards proposés par la CAF qui devaient être suivis par la fédération. Sauf que, et là, on doit parfois aussi se regarder en face. Nous avons l'impression qu'une fois que la fédération n'a pas le contrôle
sur ce qui se passe au sein de la Ligue, elle lève les bras. Elle lève les bras. Donc ça cause un problème parce que le président de la fédération, c'est lui qui est responsable de l'organisation du football dans notre pays. Il devrait avoir un moment où, si ça ne marche pas, il prend ses responsabilités. Voilà en fait le gros problème. Il y a certes des Espagnols qui sont venus, mais ce n'est pas eux qui sont responsables du football au Gabon. Donc, non, on parle de la responsabilité des clubs. Quand on décide de mettre en place un club de première division, oui. On met tout ce qui... Il y a quand même... Hein, bon, on a l'impression, vous dormez sur vos lauriers, à chaque année on revient, on recommence. Non, les clubs sont bien évidemment responsables. Non, ça on ne va pas le refuser. Monsieur le Président, sur 14 clubs de première division, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont exemplaires à ce que nous sommes en train de dire. Non, je ne pense pas. 2 ou 3, c'est insuffisant. On peut commencer à compter, je ne pense pas que ce sera 2 ou 3. Je pense quand même que ce qui est sûr, c'est que les gens doivent se mettre au standard. Les gens doivent avoir un minimum. Mais ce qui est évident, c'est que les gens ne le font pas. Mais ce n'est pas 2 ou 3. Je pense qu'aujourd'hui, si on essaie de regarder sur les 14 clubs de première division, ou même les 24, il y a quand même une dizaine qui a un minimum de standard, qui a un siège, qui ont un siège. Une dizaine de clubs. Oui, je suis convaincu de ça. Je sais de quoi je parle. On va revenir au Kouka, Gaëtan. Oui, M. Bekale, permettez-moi d'aller dans le sens contraire du propos que vient de dénoncer Monsieur le Président. Tout simplement parce qu'en 2012, effectivement, il a été mis dans le cadre de la professionnalisation du football un cahier de charge. Oui. Donc, ce qui pose problème de notre point de vue, ce n'est pas le cahier de charge en lui-même, mais c'est l'exécution du cahier de charge. D'accord ? Entendu que le président a fait état d'inégalité entre Manga Sport et d'autres, ou égalité. Moi, j'ai quand même envie de m'inscrire, pardonnez-moi, dans le sens contraire, tout simplement parce que la responsabilité à l'INAF à l'époque était de veiller justement à la bonne exécution du cahier de charge. Qui dit cahier de charge dit droit et obligation. Les clubs avaient les obligations de fournir ceci et l'État avait l'obligation de donner, je pense à l'époque, 400-500 millions mensuels. D'accord, quand vous faites sur l'ensemble de l'année, ça permettait au club justement de se structurer pour avoir un siège, pour avoir un bus, pour avoir toutes les petites catégories, mais vraiment être dans les standards dont nous évoquons aujourd'hui. Cette dotation financière avait été donnée à l'INAF pour les clubs. D'accord. 10 ans après, l'échec il est patent. Nous revenons sur les mêmes choses après 10 ans. Il faut un moment que chacun de nous assume sa responsabilité. Voilà pourquoi je disais, je me réjouis de ce que j'ai le vice-président de l'association des présidents du club parce que c'est l'un des maillons forts du football gabonais. Au-delà du ministère, de la fédération, de la LINAF, c'est les présidents du club. D'où ma question en amont. Aujourd'hui, comment sont structurés nos clubs? Quelle est la philosophie des clubs? Quels sont les moyens des clubs? Quels sont les projets des clubs? Quels sont les projets des clubs? Toutes ces préoccupations restent sans réponse tout simplement parce que nous n'avons pour interlocuteur que le silence ou alors des faits qui ne plaident pas pour l'association des présidents du club, via le football gabonais. Non, il serait bien, parce qu'après je vais oublier. Oui, allez-y. Que je réagisse derrière, parce que sinon après je ne me retrouve pas. Vous savez, quand on dit des choses, il faut aller sur la base de support. Saison 2012-2013, l'État décrète la professionnalisation du championnat. Le 10 novembre 2012, l'État met à la disposition de chaque club 90 millions. C'est-à-dire, le championnat était censé commencer au mois d'août, donc août, septembre, octobre. 3 mois de subvention parce que les clubs avaient démarré les activités depuis le 15 août. Du 15 août au 15 octobre, ça faisait 3 mois. C'était la régularisation des 3 mois de subvention à raison de 30 millions 200 par club, pas 500 millions. 30 millions 200 par club par mois. Les clubs ont joué novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. À un moment donné, ils ont dit non, nous on arrête. Il faut qu'on voie clair dans la professionnalisation. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est les clubs qui ont arrêté le contrat entre la LINAF. C'est l'association des clubs que vous décriez tant qui a arrêté le contrat entre la LINAF de 4 milliards de francs CFA et Echeberria et compagnie. C'est-à-dire, voilà des consultants qui viennent au Gabon, qui, sur la base de nous ne maîtrisons pas exactement quoi, qui sont payés 4 milliards annuellement pour l'organisation de notre championnat.
Nous avons dit que c'était excessif. Permettez-moi de terminer. Oui, non, permettez-nous également de non, rebondir. vous allez rebondir. Notez, Oui, vous allez rebondir. Clairement, on demande à des gens de venir organiser un championnat, notre championnat que nous connaissons tous, pour une valeur de 4 milliards. Soyons quand même à un moment donné sérieux et réaliste, sachant clairement les réalités de notre pays, c'est inimaginable. Aucun consultant ne peut avoir 4 milliards de francs pour l'organisation de notre championnat. Ça, c'est de 1. Donc, du coup, nous avons joué cette saison sur la base d'arriérés, parce que les clubs ont accepté par patriotisme, par nationalisme de jouer. Nous savions que c'était la volonté du chef de l'État. Nous sortions d'une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait jouer. Le championnat allait à son terme. Les récompenses qui devaient être attribuées n'ont été attribuées qu'au mois de décembre de l'année qui a suivi. La subvention qui devait être payée au mois de mars n'a été payée qu'au mois de décembre de l'année qui a suivi. Vous avez bien dit, le cahier de charges, il y a des obligations et il y a des droits. Nous avions des obligations, mais je suis même presque certain, parce que pendant 3 saisons, les clubs se faisaient le devoir de justifier le moindre centime qu'ils recevaient. Les clubs, non, permettez-moi de terminer. Je vous ai demandé de noter. Vous allez noter. Non, je finis rapidement là-dessus. Je pense que sur les 3 premières saisons de la professionnalisation, sauf si, moi je me trompe, mais d'après ce que j'ai cru voir, les clubs ont respecté leurs engagements. Sauf que le cahier de charges, le fameux cahier de charges n'a jamais été respecté d'abord par ceux-là eux-mêmes qui l'ont émis. Mais dire que les clubs ont respecté leur engagement à cette époque, on a demandé à un club, avant de venir en première division, il faut avoir un stade de football, il faut avoir les minimes cadets. Oui, mais même si tu loues le stade, l'une des conditions c'était d'avoir un stade. C'est-à-dire, tu montres le stade sur lequel tu évolues, tu le loues, tu paies la location, c'est ton stade. Donc, est-ce que vous pouvez me prouver aujourd'hui qu'il y a des clubs aujourd'hui dans ce pays qui n'ont même pas un endroit où ils évoluent? Monsieur le Président, après que les clubs soient partis, qu'est devenu le football aujourd'hui, le national foot? Non, mais justement, c'est un peu... Quelle est la comparaison que vous faites? Non, la comparaison que nous faisons, moi je ne veux même pas dire comparaison parce que je suis un Gabonais. Oui. Et je ne peux pas... Est-ce que vous êtes satisfait non, ce n'est pas ça. La question n'est pas espagnole. C'est que quand les Espagnols étaient là, quand même un minimum de moyens sortait. Aujourd'hui, nous avons nous-mêmes, de notre propre chef, pris la décision de ramener les subventions que l'État proposait à l'époque, que l'État n'arrivait pas à mettre à notre disposition. Nous avons pris la décision de les revoir à la baisse. Parce que nous estimions quand même que si on demande 300 millions par club par an, c'est excessif, peut-être pour l'État, vu l'actualité économique du pays, on ne peut pas être en train de demander à l'État 300 millions. Nous sommes arrivés même jusqu'à 40 millions aujourd'hui. C'est 40 millions, mais même ces 40 millions-là ne sortent pas. La fameuse saison qui est décrite depuis des années, 2017-2018, l'État n'a versé 0 franc à aucun club. Mais nous avons joué jusqu'à la fin de la saison. 2017-2018, aucune subvention n'a été versée. Mais les clubs ont joué tout le championnat sans rien réclamer à l'État. C'est pour cela que vous allez voir que la majorité des joueurs de cette saison sont en situation de dette avec les clubs parce que les clubs avaient pris l'engagement de terminer le championnat et qu'une fois que l'État mettra à disposition la subvention, ils allaient régler leurs dettes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est peut-être que... Bien que tous les clubs de première et deuxième division de terrain, c'est quand même un peu exagéré. Non, même en location, c'est quand même un peu exagéré parce qu'on connaît un peu des... On joue plus sur... Ben, je vois un club, vous allez trouver le nom, qui s'entraîne à la GR sur un terrain, pas un terrain de foot. C'est pas le CMS. Le CMS, par exemple. Le CMS, on aura l'opportunité d'y revenir sur une question. Là, c'est quand même assez bien organisé. Non, monsieur le Président, d'accord avec vous. Oui, on parle d'organisation. Là, CMS fait partie de l'exemple typique. On ne fait pas l'organisation, mais on cherche le terrain du CMS. Là, au CMS aujourd'hui, si vous regardez au sein de notre équipe nationale, a au moins... c'est quand même pour dire que... au sortir de la réunion avec le ministre, qu'est-ce qui est fait après cette réunion? Non, nous retenons... Pour que le championnat démarre. Nous retenons concrètement qu'il faut que les gens se mettent en ordre de bataille et puis se lancent dans leurs activités. Il faut que les gens commencent le recrutement, il faut que les gens s'organisent financièrement parce que, il faut le dire, l'une des conditions, même si on ne nous a pas encore dit le montant, mais l'une des conditions aujourd'hui pour être un club de première division dans notre pays, c'est d'avoir une caution bancaire.
Donc, c'est une question aujourd'hui que les uns et les autres doivent appréhender clairement. Il faut la régler dès maintenant. Il ne faut pas commencer ça à partir de l'année prochaine. Il faut que cette question devienne d'actualité. Dans l'ensemble des clubs qui se respectent, lorsque la saison commence, on fait un budget et on dit que pour commencer nos activités, nous avons besoin de 50-100 millions. Ça doit être consolidé dans un compte bancaire où les opérations sont menées de manière orthodoxe entre un trésorier et son président, ou bien en tout cas sous une co-signature qui permet que personne ne vienne dire la nuit que je ne suis pas responsable et tout. Donc, il faut que les uns et les autres s'organisent, il faut que les uns et les autres tiennent leurs assemblées générales pour que, quand on va recommencer, on sache clairement quel est le comité directeur de telle ou telle entité. Oui. Il faut se lancer dans le recrutement, tout ce qu'il y a à faire pour lancer le championnat. Mais de l'autre côté, nous attendons aussi également l'organisation structurelle. Le ministère a émis un certain nombre de choses dans le cadre de la relance du football, notamment le fait qu'aujourd'hui, l'hébergement, la restauration, le transport, les salaires vont être pris en charge par le ministère. Donc, toutes ces choses nécessitent une organisation particulière. Vous avez beaucoup de choses à dire. On va y revenir. Je voudrais vous proposer une image. Franck Nguema qui s'est fait vacciner. C'est quand même un très bel exemple aussi pour vous permettre à vous de pousser, de faire en sorte que les joueurs... vous êtes vaccinés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va retrouver Monique dans quelques instants seulement. On va marquer juste une courte pause. On vous... Plateau avec Monique qui nous a rejoint, mais également Monique qui nous a rejoint, le Président. Ça, c'était une question très importante. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Quelle destination pour les Panthères du Gabon, Mercato? On va toujours y revenir, c'est l'actualité. Nous sommes en mouvement, comme on dit le plus souvent. Ils sont nombreux. Quelle analyse chacun de vous fait un peu du mouvement, des rumeurs, des couloirs, des bruits de couloirs et des joueurs confirmés dans certains clubs? Kouka? Écoutez, la seule analyse, c'est que le football gabonais devrait gagner à travers ses enfants expatriés, notamment en termes de qualité de jeu, donc en termes de choix de championnat, parce que nous sommes là confrontés à deux problématiques. La problématique du choix des finances et la problématique du choix de la carrière, d'accord? Donc nous pensons que pour les jeunes, il est mieux de s'orienter vers la carrière, donc de choisir des championnats un peu plus huppés sur la scène internationale, de façon à avoir une visibilité un peu plus importante. Brice? Le problème aujourd'hui n'est pas tant financier. Je pense que tous ces jeunes gagnent assez bien leur vie, au niveau européen principalement. Il faut regarder beaucoup plus l'aspect sportif aujourd'hui. Malheureusement, cet aspect sportif nous pose d'énormes difficultés. Difficultés qui ne nous permettent pas aujourd'hui de progresser correctement. Tous nos jeunes qui choisissent malheureusement les aspects financiers à l'aspect sportif, on a des cas où les jeunes se sont cassés la figure un an après avoir choisi l'option de l'argent. Il faut privilégier l'aspect sportif qui nous garantit quand même une certaine longévité dans le football. Et c'est en gagnant peut-être peu et sur plusieurs années que ces jeunes peuvent progresser et avoir des contrats bien plus intéressants. Mermoz. Je crois que ce que Boris vient de dire est fondamental. Il faudrait que nos jeunes apprennent à gérer leur carrière. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir le salaire de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo. On n'est pas tous des génies sur Terre. Il faut savoir aussi être franc avec soi-même et se donner un objectif dans sa carrière pour faire les bons choix. Je prendrai un exemple. On parle par exemple de Denis Bouanga qui est vraiment courtisé par Christophe Galtier avec l'OGC Nice, puisqu'il quitte Lille pour l'OGC Nice, même si on sait que derrière, Denis Bouanga lui dit par exemple qu'il voudrait jouer cette année avec un club qui joue la Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que, au regard de la saison passée de Denis Bouanga, qui est moins bonne que la précédente, est-ce qu'il y aura vraiment des propositions de clubs jouant la Ligue des Champions qui pourraient le recruter et lui donner le fameux temps de jeu dont on a besoin pour nos équipes nationales? On parle d'autres clubs, que Olympiakos, le Pirée qui voudrait aussi de Denis Bouanga, même du stade Rennais. Je pense que nos joueurs doivent vraiment songer à
c'est vrai, il y a le côté financier, mais aussi quels sont les objectifs, parce que le meilleur moyen de servir, puisqu'on là on va parler maintenant au Gabon, de servir l'équipe nationale, c'est d'avoir ce temps de jeu qui fait en sorte qu'on est bien en forme avec l'équipe nationale. Monique Aoum Apinango qui a repris le terrain. Oui, Rodrigue, après sa blessure au tendon musculaire supérieur droit, le défenseur central des Panthères a subi des soins appropriés au centre médical sportif de Clairefontaine en France. Aujourd'hui, nous l'espérons, cette vilaine blessure appartient désormais au passé. Oui. Place donc au jeu. C'est une bonne chose. Gaëtan. Très bonne nouvelle pour l'équipe nationale qui en avait grandement besoin. Nous espérons que ce jeune athlète va rapidement retrouver ses marques de façon justement à faire bénéficier son club et partant l'équipe nationale. Une très bonne nouvelle. On était orphelin quand même d'Aaron Apinango et on a vu tous comment on a paniqué quand on a su que la défense devait être recomposée avec Ekwele et son jeune compère qui n'avait jamais joué en sélection nationale. Gilles Klesgema, merci. Ça nous avait fortement inquiété. Aujourd'hui, savoir que l'axe défensif, par exemple, des Panthères va être reconstitué par Aaron Ekwele et avec Gilles Klus qui est aussi là, ça nous fait quand même 3 colosses dans l'axe et c'est toujours bien pour nous. On revient. Monique, également, il y a Mario Milin qui veut faire un retour du côté de la France. Oui, Rodrigue, prêté ces dernières saisons à Fulham puis Galatasaray, l'international gabonais Mario Lemina ne devrait pas s'éterniser à Southampton où il vient de reprendre l'entraînement. Alors que Newcastle a avancé ses pions pour s'offrir l'ancien Marseillais, c'est l'OGC Nice qui est en pôle position pour accueillir le joueur de 27 ans selon nos confrères de France Football. Bah oui, pour Mario, on suit bien son actualité. C'est vrai que c'est Newcastle qui est au départ. Un retour en France, voilà. Pas mal, dans un club aussi. Tout à fait. Newcastle tenait d'abord la corde pour Mario. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'OGC Nice qui est en train de se reconstruire parce que Christophe Galtier, avec le travail qu'il a fait avec Lille, en devançant le Paris Saint-Germain, voilà. En devançant le Paris Saint-Germain au championnat, le travail que ce Christophe Galtier avait déjà fait avec l'AS Saint-Etienne à l'époque, on sait que c'est un bon constructeur, il aime bien construire ses équipes et après les tenir sur une certaine période. Il veut se faire un bon groupe. Rappelons que l'OGC Nice a de nouveaux actionnaires qui visent maintenant de jouer dans le top 4, le top 5 du championnat français. Donc Mario Lemina, avec son expérience, on va dire, internationale, malgré, on va dire, ses pépins physiques qui l'ont embêté ces dernières saisons, serait une bonne recrue pour l'OGC Nice. D'où l'intérêt aussi, par exemple, pour Denis Bouanga et consorts, qui sont des joueurs que Christophe Galtier a déjà tenu. Ouais. On parlait de la défense. Oui. On parlait de la défense. Rappelons que pour notre défense aussi, on a un des anciens, puisqu'on a un problème de profondeur de banc, mais un des anciens, notamment Lloyd Palin, qui a signé aussi en deuxième division à Bastia et qui quitte l'en avant gagnant. Monique, du côté de Denis Bouanga, Marseille, et derrière lui aussi. Oui, sous contrat avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2023, Denis Bouanga reste cependant l'objet de plusieurs rumeurs l'annonçant sur le départ. En effet, de nombreux médias sportifs ont déjà fait état de l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, voire d'Europe, au sujet de l'international gabonais. Ainsi, après des approches supposées du RC Lens, du Stade Rennais, de Lille et encore des Grecs de l'Olympiakos, c'est au tour de l'Olympique de Marseille d'être associé à Denis Bouanga. C'était un très bon choix ou bien une très bonne affaire pour lui de partir de Saint-Etienne à Marseille? Ou bien D'abord, pour moi, il est temps qu'il parte de Saint-Etienne. Ouais. Parce que Claude Puel est pour moi un destructeur de talent. Tout ce qu'il fait cette année est quasiment catastrophique. Et d'ailleurs, la plupart des joueurs, la baisse de forme de Denis Bouanga n'est pas un fait isolé. Vous remarquez qu'à Saint-Etienne, tous les joueurs ces 2 dernières années, il n'y a pas eu de lumière, il n'y a pas eu d'étincelle. C'est beaucoup plus lié au management de Claude Puel, qui lui est... La relation de Saint-Etienne qui n'a pas été bonne. Voilà. Qui a flirté avec la zone de relégation. Mais à Marseille, par exemple, c'est une bonne chose parce que Marseille a un entraîneur qui a un nom, qui a un caractère. Et c'est toujours bien d'être mené par des hommes qui ont de la poigne. Monique, du côté de Aaron Boupenza, Fenerbahçe, toujours derrière l'attaquant gabonais.
Alors, auteur d'une saison remarquable et remarquée sur les rives du Bosphore la saison écoulée, Aaron Boupendza est l'un des footballeurs gabonais les plus convoités lors de ce mercato estival. Si l'information de l'accord entre Boupendza et Fenerbahçe, j'y arrive, se confirme, les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir de l'attaquant de 24 ans. Pour rappel, Fenerbahçe a terminé à la 3e place du classement de Super League la saison dernière. Okay. Il fait la une de l'actualité, l'attaquant gabonais. Oui, c'est une bonne chose pour le football gabonais. Maintenant, après, son choix sera déterminant pour la suite de sa carrière. On avait perdu les traces de Moussa King. On a de ces nouvelles? Oui, on a de ces nouvelles. Initialement prévues, ne durait que quelques mois, l'aventure de Irondou Moussa King se poursuivra finalement jusqu'à l'été 2023. En effet, le défenseur central et Bunga Lourouf FC, son club, ont officialisé cette extension du contrat de Moussa King qui portera les couleurs des Blues lors des 2 prochaines saisons. Mermoz, le retour de Moussa King sur l'arène. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ce joueur, on a du mal. Du mal, lui, c'est sa carrière, ça a été je dirais pour lui, le pauvre, sa carrière, ce sont les blessures qui ont souvent vraiment embêté Moussa King. Rappelons que c'était un grand espoir dans le championnat français quand il était à Toulouse. Tout le monde voyait en lui un futur grand défenseur et lui prédestiné déjà une carrière plutôt honorable que celle qu'il a eue où il a dû, au regard de ses blessures, aller maintenant dans des clubs de seconde zone. Merci. Et pourtant, c'était un joueur qui était prédestiné à une bonne carrière. Merci Brice Nengue, merci Gaëtan Kouka. Monique, on aura l'occasion de revenir après. Bien sûr, il y a encore également d'autres rumeurs, d'autres joueurs. On a par exemple Yogo Poko, on a également Pierre-Emile et Obam Eyan. Alors Brice Nengue, je vous offre ce rapport final au terme des assises du championnat national de football de première division de 1 et 2 devant le public gabonais. Avec plaisir, ça me fera de la lecture pour mieux enrichir ma connaissance de l'organisation du football gabonais. Les As du foot sont terminés pour aujourd'hui. On aura l'occasion de nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.